être reporté pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Et aujourd'hui, on va faire un exercice d'application sur le théorème de Gauss, hein. Et donc, est-ce que normalement tout le monde arrive à m'entendre, hein? Alors, je sais pas, il faut que un des étudiants se porte volontaire si j'ai des questions à poser ou là, pour faire le lien. Ouais. D'habitude, c'était Mademoiselle Shahinaz, apparemment, elle n'est pas là aujourd'hui. Allô? Oui, Bonsoir, monsieur. bonsoir. Anas Rafik, bien, je suis là. Ah, ok. Ok, très bien. Ah, ok, très bien. Ok, donc la dernière fois, juste un petit rappel, je prendrai ouais, 2-3 minutes pour rappeler le théorème de Gauss et nous avons fait donc deux applications concernant la tige et le plan. Donc on avait dit que dans le théorème de Gauss, donc il fallait appliquer l'expression, pardon, donc le flux, donc et l'intégrale du champ électrique par rapport à ds qui est égal à la somme des charges intérieures qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss, pardon, et sur epsilon 0. Pardon. Alors, nous avons appliqué justement le théorème de Gauss le long de la tige, donc on a une tige qui est infinie, et nous avons pris comme surface de Gauss. Bon, il faut savoir qu'on dit surface de Gauss, mais en fait, c'est une surface qui est fermée. Donc, une surface qui est fermée, c'est-à-dire qu'en général, on prend un cylindre ou là, une sphère de telle façon que toutes les surfaces se ferment entre elles. On va dire qu'elles ne vont pas créer un volume, mais ce sont des surfaces qui sont fermées. Donc, dans le cas Hadaya, dans le cas de la tige, nous avons considéré donc un cylindre donc disposé donc parallèlement et nous avons eu donc trois surfaces. La même chose aussi dans le cas du plan. Donc, nous avons considéré un cylindre, mais qui est, disons, perpendiculaire au plan, de telle manière que nous aurons trois orientations. Donc, trois surfaces, surface S1, surface S2, la surface latérale, et nous avons appliqué le théorème de Gauss. Donc, avant de faire l'exercice 17, le théorème de Gauss, j'ai quelques remarques dans le sens où ça va vous aider à résoudre les exercices le théorème de Gauss, hein. Donc, tout d'abord, on revient sur les étapes à suivre. Donc, avant d'appliquer le théorème de Gauss sur n'importe quelle configuration ou un corps chargé, la première chose, c'est trouver l'orientation de E. لازم تكون تعرفوا le champ électrique كيفاش راه. Deuxièmement, choisir une surface de Gauss. Il faut savoir que c'est une surface imaginaire, hein. C'est-à-dire qu'elle est appliquée mathématiquement pour appliquer l'équation du théorème de Gauss. Alors, en général, on choisit par exemple le plan Hnaya. Quand vous avez vu le plan, le cylindre qui va de telle manière, où le produit scalaire entre E et S, il y a toujours E qui est constant, pour ne pas avoir une expression E en fonction de S, pour qu'on n'aurait pas quelque chose de compliqué à résoudre. Donc ça, c'est la première chose. Donc, choisir une surface de Gauss. Bon, entre nous, les surfaces de Gauss, si c'est pas un cube, en général, on prend soit un cylindre ou là une sphère, hein. La troisième étape, c'est de l'exprimer le flux, c'est-à-dire comme nous l'avons fait la dernière fois, c'est-à-dire l'intégrale de EDS. On essaie toujours de tomber sur, disons, sur la méthode où E est constant. Je crois que c'est directement l'intégrale. Déterminer les charges qui sont à l'intérieur et à la fin, on applique le théorème de Gauss tout simplement. Alors, avant de faire l'exercice, j'ai quelques remarques, hein. Alors, la première remarque, c'est que vous allez voir qu'en général, on considère des configurations infinies. Pourquoi? Parce que pour qu'il n'y ait pas d'effet de bord. Alors, quand on parle de tige, on parle de tige infinie, chez le champ électrique directement parallèle, parce que si ce n'était pas infini, pardon, si c'était pas infini, on aurait un champ électrique qui est hagda. Ok. Et donc, ça va être difficile d'appliquer le théorème de Gauss à ce niveau-là. Donc, pour éviter le problème de l'effet de bord, on considère. Alors, il y a un étudiant qui est en train de partager le contenu. Alors, s'il vous plaît, c'est.
Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pardon. Alors, Ilyes, s'il vous plaît, essayez de ne pas partager votre écran. Donc, je reviens sur, sur la première remarque. Donc, la première remarque, on avait dit qu'on considère toujours des configurations. On l'a dit, tige, on parle de tige infinie. Dans le cas de plan, on parle d'un plan infini aussi, pour que le champ électrique soit parallèle, pour qu'il n'y ait pas un effet de Borna, d'ailleurs. Donc, on a à l'éliminer. Et dans le cas aussi d'un cylindre aussi. En général, bon, je sais pas qu'est-ce que... Voilà. Dans le cas d'un cylindre, donc vous avez un cylindre qui est infini, c'est-à-dire que le champ électrique sera parallèle, d'ailleurs, comme vous êtes en train de le regarder, sans qu'il y ait un d'effet de bord. C'est-à-dire que pas de champ. Madame, ما نشوفه ما نشوفه rien. Anis m'a fait oui. Je sais pas, il y a un étudiant qui est en train de partager l'écran. Est-ce que c'est bon, Naya? Allô? Allô, allô? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon? Ok, très bien. Alors, donc, il n'y a pas d'effet de bord. C'est-à-dire qu'on considère un cylindre infini pour qu'il y ait le champ électrique parallèle. Okay. Donc, ça, c'est la première. Ok, il n'y a pas de problème, Elias. Donc, Naya, on remarque que, en fait, on considère toujours des configurations infinies. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, soit vous considérez des configurations infinies, ou la coasymétrie spatiale. Dans le cas, par exemple, d'une charge, vous avez le champ électrique qui est spatial, c'est-à-dire vous avez une symétrie spatiale où le champ dépend que de R. Il y en a aussi, dans le cas d'une sphère. Donc, dans le cas d'une sphère, vous avez une certaine symétrie, pardon, oui, le champ électrique, ce que nous allons faire l'exercice 17, si je prends pour un certain R, une distance R dans l'espace, le champ électrique, il est constant. OK? Donc, là, c'est la première remarque, c'est que en général, vous considérez soit des configurations infinies ou la asymétrie spatiale. La deuxième ou la troisième remarque, c'est le principe de superposition. Vous avez comme la chose suivante. Comme par exemple déterminer le champ électrique pour un seul plan. On a un plan, ok? Vous voulez comme déterminer le champ électrique dans le cas d'un cylindre ou là dans le cas d'une sphère. On va dire comme déterminer le champ électrique par exemple pour plusieurs plans ou là pour plusieurs cylindres. Pour le principe la première partie du chapitre 1, c'est-à-dire le principe de superposition. Le champ électrique, par exemple, pardon. Par exemple, je prends le cas du plan, je détermine le champ Monsieur, on n'entend pas bien. dirigé dans cette direction-là. OK? C'est bon? Allô? monsieur ما كناش نسمعوا مليح. كان وهكذا c'est bon? وهكذا c'est bon? oui. Alors, là, on applique le principe de superposition, c'est-à-dire que je détermine le champ électrique pour un plan, je prends le cas de plusieurs plans, et à ce moment-là, si c'est par exemple le champ électrique pour le plan 1, il dit le deuxième champ électrique pour le plan 2,
Donc, j'aurai un champ dans ce sens-là, par exemple, là, si je prends juste un exemple. Le troisième, ça va être, par exemple, entrant. OK? Voilà. Donc, le champ total fait de la zone, c'est la somme de tous les champs. OK? Donc, on le fait pour les plans, on le fait aussi pour les cylindres, c'est-à-dire je détermine le champ électrique pour un cylindre, ou bien je vais le déterminer pour plusieurs cylindres. Et on applique le principe de superposition. Donc, aussi pour la sphère, ce que nous allons faire l'exercice 17, c'est que je détermine le champ par le théorème de Gauss à n'importe quel point de l'espace qui connaît plusieurs surfaces. نحسب le champ هنا, نحسب le champ entre les deux sphères et نحسب le champ en dehors de la sphère supérieure. Donc ça, c'est le principe de superposition. La dernière remarque, c'est qu'il y a une confusion. Il y aura un problème des axes. Non, non, il n'y aura pas de problème. Vous allez voir qu'il n'y a pas de problème d'axe. Hein. Donc, attends, je vais ouvrir quand même le chat pour répondre à vos questions. Non, non, il n'y aura pas de problème d'axe. Vous allez voir que à l'aise, il n'y aura pas de problème d'axe parce que je vous ai dit au départ qu'on prend toujours quelque chose qui est infini. Donc, s'il y a quelque chose d'infini, vous allez voir que le champ électrique il est parallèle, que ce soit dans le cas les plans ou là, le cylindre ou là, la sphère. Hein. Okay. Alors, la dernière remarque, c'est que vous devez faire attention quand on vous dit une distribution, par exemple, une distribution de charge sur la surface ou là sur le volume. C'est quoi la différence? La différence, c'est que sur la surface, les charges, راهم الفوق. On est bien d'accord. Je prends un volume, par exemple, un cylindre, le cas. Si je dis que la distribution, elle est en surface, les charges, راهم هنا, la surface. Okay? Donc, on parle de sigma, la densité de charge surfacique. Par contre, si les charges sont en volume, comme dans le deuxième cas, dans ce cas-là, les charges, elles sont réparties uniformément à l'intérieur. Donc, les charges, راهم كامل داخل le volume. Donc, on parle de densité volumique de charge. Alors, la différence quand on applique le théorème de Gauss, surtout si je prends la surface de Gauss à l'intérieur. Alors, dans ce cas-là, pardon, si je prends le premier cas, si je prends la surface de Gauss, on va faire l'exemple. Alors, quelles sont les charges à l'intérieur de la surface de Gauss? En fait, tout simplement, la surface, c'est une surface imaginaire. Donc, la somme des charges, c'est égal à 0. Voilà. Parce que les charges, ils sont en dehors de la surface de Gauss. Alors, contrairement au deuxième cas, si je prends le cas, le cas du volume, les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss sont tout simplement ces ρ, c'est la densité de charge volumique, fois le volume, qui est le volume de Gauss, qui est égal tout simplement ρ PR au carré fois H. Alors, il faut faire la différence entre, on va faire un exemple, hein, entre un cylindre ou un corps chargé en surface, c'est-à-dire que les charges ils sont à l'extérieur, ou là, un corps qui est chargé en volume, où les charges sont réparties à l'intérieur du volume. Alors, dans le volume, dans le cas volumique, on applique trois axes et on intègre trois fois. Là, justement. Mais, c'est l'intérêt, justement. Alors, Ilyes, il vous dit que dans le cas d'un volume, on applique sur trois. Là. L'intérêt, tu as le théorème de Gauss, justement. Si je prends le cas, tu as le volume. Alors, la première chose, qu'est-ce qu'on remarque? Que le champ électrique, il est dans tous les sens et parallèle. On considère que c'est un cylindre infini. C'est-à-dire qu'il نشوفوا من الفوق نشوف le cylindre, نشوفوا من الفوق نشوف هكذا les champs. OK? C'est la vue d'en haut. Donc le champ là هكذا. Vous pouvez poser les questions directement sur le champ. OK? Donc le cylindre chargé en surface, les charges راهم هنا برك راهم على la surface. Il n'y a pas de charge à l'intérieur. Alors, dans ce cas-là, si je prends le cylindre de Gauss, en pointillé, alors, كيفاش راهو le champ électrique? Le champ électrique, il est dans ce sens-là, et vous avez le DS comme le fameux DS هذاك, il est dans le sens هذا. OK? L'écran bloqué.
c'est bon. C'est bon? Oui. Donc, dans ce cas-là, si je prends EDS, l'intégrale, tu as EDS. Je vais l'écrire ici. Il y a combien de surfaces sur la surface de Gauss? Il y a 3 surfaces. Quelle est la surface latérale? Bon, on va vous un truc rapidement sur le cylindre. Et on passe à faire un dessin. Alors, je prends le cas d'un cylindre chargé en surface. Hein. On vous dit que c'est un cylindre qui est chargé en surface, où toutes les charges sont distribuées à la surface. Okay? On a la première chose à faire le théorème de Gauss, c'est de voir l'orientation du champ. Donc, champ, cylindre infini, donc pas d'effet de bord, donc tout le champ électrique est هكذا. Donc, si لو كان نشوف le cylindre من الفوق هكذايا نشوف le champ راهو dans le sens هذا. OK? On est d'accord. Alors, maintenant on applique le théorème de Gauss. Alors, واش عندنا la hauteur وعندنا le rayon du cylindre. هذا هو le rayon du cylindre. Là, je ne travaille pas en X, Y, Z. Donc, on va travailler en coordonnées cylindriques. Vous allez voir qu'on travaille ni en coordonnées cylindriques en fait, ni en coordonnées cartésiennes. Je vous le cylindre tel qu'il est. Donc, un R, et on considère une certaine hauteur, mais on va considérer que la hauteur kbira par rapport à R, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de bord. Alors, on va prendre la surface de Gauss. Alors, la surface de Gauss, il y a 2 façons de faire. Donc, 2 positions. Dans le cas où petit r est entre 0 et grand R, c'est-à-dire le champ à l'intérieur. Et la deuxième, c'est quand R est entre grand R et l'infini. C'est-à-dire que le champ électrique à ce point. Alors, si je prends entre grand R et l'infini, donc quelle est la surface de Gauss qu'on va considérer? Une sphère. Un cube, automatiquement, je vais prendre un cylindre. Et donc, si je prends un cylindre, ça va être ça. Donc je vais juste effacer. Pour éliminer les charges. Voilà, donc je vais retracer mon cylindre qui est chargé positivement. Et je vais choisir une surface de Gauss qui est pour R supérieur à l'infini, c'est-à-dire le point MTI. Okay? Dans ce cas-là, je vais choisir une surface de Gauss, okay? Un cylindre. Donc, HD, c'est la surface de Gauss. Attention, c'est une surface imaginaire. Hein? Okay? Alors, شحال عندنا من surface هنا في cylindre. عندي S1 qui est là. عندي S2. Et عندي la surface latérale qui est S3. Est-ce que c'est bon? Donc ça, je suis en train de déterminer le champ électrique fait de la zone. En M, et il est à l'extérieur du cylindre. Encore une fois, il ne faut pas oublier que les charges sur la surface de le cylindre. Alors, si j'applique le théorème de Gauss, le flux, EDS, je suis désolé pour la souris, hein, c'est le seul moyen de donc, j'ai 3 surfaces. En fait, j'aurai tout simplement DS1, plus DS2, plus DS3. Alors, comme vous devez choisir une surface intelligente. Pourquoi? Parce que pour avoir le champ électrique constant, l'intégrale, pour qu'il n'y ait pas une relation entre E et DS1. Alors, on va commencer par DS1. Alors, qu'est-ce que le champ électrique? On remarque que le champ électrique est dans le sens هكذا. Et DS1, elle est toujours perpendiculaire à la surface. Donc, il y a un angle de 90 degrés. Donc, le produit scalaire entre EDS1, c'est cosinus 80, produit
Et produit scalaire entre EDS1, c'est cosinus 90 degrés. Donc, le champ Hanaya, c'est tout simplement, c'est 0. Alors, si je passe à EDS2, c'est la même chose. Le champ, à n'importe quel point, il est là. Et DS2, il est dans le sens inverse. Et tout simplement, je vais avoir 90 degrés et le champ électrique, il est égal, plutôt le produit scalaire, c'est 0. Ou chez DS3. DS3, vous remarquez qu'elle est toujours parallèle au champ électrique. E et DS3. Donc, si je fais la vue latérale, j'ai toujours DS3 et j'ai toujours E, le champ électrique. Et ils sont parallèles. C'est-à-dire que le produit scalaire, tout simplement, c'est cosinus de 0, c'est 1. Il y a autre chose, c'est le long de DS3. Si je fais le tour, le champ électrique, il est constant. Donc, le champ électrique, il est constant. Il est constant parce que je l'ai choisi de telle manière, il compte sur la surface S3 constant. Donc, s'il est constant, نخرجوا من l'intégrale. Donc, واش يعطينا au final يعطينا E ds3, ok? Et ds3, c'est tout simplement la surface latérale du cylindre. Si j'intègre ds3, c'est ES3, c'est très bien, c'est ES3. Et ES3, c'est quoi? La surface de S3, le cylindre, c'est tout simplement 2pi R. Quel R? R, tu as le cylindre. Ok? Ah, pardon, c'est le R, tu as la surface de Gauss. Donc, petit r fois h, la hauteur. Okay. Maintenant, les charges qu'il y a à l'intérieur, c'est les charges de l'Ramhna. Par contre, si je prends entre 0 et grand R, on peut appliquer la même chose. Si je prends la surface de Gauss à l'intérieur, quelles sont les charges? C'est tout simplement les charges, ils sont à la surface. Donc, il n'y a pas de charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Et dans ce cas-là, le champ électrique à l'intérieur, c'est 0, parce qu'il n'y a pas de charge. Voilà, donc c'est la différence entre densité surfacique et densité volumique. Hein. Alors, on va faire l'exercice 17 dans le cas de la sphère. Hein. Alors, il faut faire attention aux remarques que je vous ai données. Hein. Okay. Alors, la sphère, qu'est-ce qu'on lit? Donc, en utilisant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ électrique ER, donc qui dépend de R. Quand on vous écrit avec ER, ça veut dire qu'il est radial, créé par une sphère portant une charge Q uniformément répartie en surface. Ça veut dire quoi répartie en surface? Ça veut dire que les charges... Pardon. Ça veut dire que les charges ils sont là. Okay. Donc on parle de sigma. Alors, ça c'est la première question. Vous remarquez que les exercices qui fait chez Kono ou là, les examens ou là, c'est toujours on détermine pour une seule surface, en bas on détermine s'il y a plusieurs surfaces en même temps. Alors, ça c'est les étapes dans le théorème de Gauss. La première chose, c'est de trouver l'orientation du champ électrique. Donc, si je prends le cas de la sphère, qui fait le champ électrique? Tout simplement, le champ électrique, il est radial. Okay? Donc, il est sortant. Bon, on prend toujours sigma positif et il est sortant. Okay? Alors, il y a juste une remarque. Même si vous ne mettez pas le champ électrique sortant ou entrant, la solution, ça va dépendre de sigma. Okay? S'il est positif, il est automatiquement sortant. S'il est négatif, il sera entrant. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de choisir la surface de Gauss. Du moment où on a une sphère, je ne vais pas m'amuser à choisir un cylindre ou un cube ou une autre surface. Automatiquement, je vais choisir une sphère, surface de Gauss, donc qui est là. Alors, où j'ai deux étapes pour déterminer le théorème de Gauss. Alors, vous avez tous la solution. Donc, je suis en train de reprendre la solution. Sincèrement, je n'ai pas eu le temps de taper Camel sur PowerPoint. Mais je vais vous faire des passages de la solution des exercices.
Alors, la première étape, ou là, le premier cas, disons, c'est ça. C'est que quand R est supérieur à grand R, c'est-à-dire que je suis dans cette zone-là. Donc, on sélectionne une surface de Gauss qui est une sphère. Donc, il s'agit d'une sphère. Attention, je dis toujours, c'est une surface qui est imaginaire. Donc, la deuxième étape, c'est calculer le flux. Donc, le flux, c'est EDS. Donc, on applique directement la première partie du théorème de Gauss. Donc, le champ électrique, il est radial. Vous remarquez qu'à n'importe quel point, on dit toujours le champ électrique, E et DS. Alors, non seulement E est parallèle à DS à n'importe quel point de la surface de Gauss, mais aussi, c'est que E, sur la surface de Gauss, il est constant. علاش il est constant هنا? Est-ce que quelqu'un peut me dire علاش le champ électrique il est constant sur la surface de Gauss? هنا c'est grand R, ça c'est ce que vous avez. هذا هي le cylindre تاعكم. Donc هنا راني نحوس le champ électrique هنا. Très bien. Du moment que E dépend de R, هنا petit r est constant. Donc Ayman Khoury vous dit que très bien, donc c'est R est constant. Donc du moment que R est constant, donc le champ électrique tout simplement il est constant هنا. OK? R c'est R donné. R يقدر يكون هنا, يقدر يكون هنا, يقدر يكون n'importe quelle position. Donc si le champ électrique il est constant, donc واش حيدير automatiquement comme nous l'avons fait pour le cylindre, حيخرج l'intégrale. Donc je vais avoir E l'intégrale de ds. Alors l'intégrale de ds c'est S, donc ça c'est la surface de Gauss, et la surface de Gauss تاعنا c'est la surface de quoi? Comme nous avons choisi une sphère, donc tout simplement c'est 4pi r au carré. Alors vous devez faire attention, c'est la sphère, hein? C'est la surface de Gauss, c'est pas la sphère تاع le cylindre. Donc 4pi r au carré. La deuxième étape, c'est de voir quelles sont les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss. N'essayez pas de chercher, je veux dire, l'application du théorème de Gauss, elle est simple. نحوس les charges اللي راهم هنا لداخل داخل la sphère. نشوف لداخل la sphère, je vois que les charges qui sont à l'intérieur de la surface des Gauss, c'est tout simplement la charge de la sphère. 20 coulombs, c'est 20 coulombs. 10 puissance moins 5, c'est 10 puissance moins 5. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme charge à l'intérieur de la surface de Gauss? Donc, si on applique le théorème de Gauss, pardon. Donc, la première partie, donc E 4pi r au carré, qui est égal les charges sur epsilon 0. On est d'accord? Alors, les charges, vous avez deux manières de les faire. Hein. Il se peut, bon, je ne sais pas, comme les charges. Alors, si je veux exprimer, si je les charges, parce qu'en général, on ne vous donne pas les charges. Sigma, c'est-à-dire la densité surfacique. On vous donne le rayon de la sphère, simplement. Okay? Alors, je connais quelle est l'expression de la charge. Parce que vous n'avez pas la valeur de la charge. Alors, l'exercice, je crois que comme la charge, mais en général, on ne vous donne pas la valeur de la charge. Alors, sigma, Q est égal à quoi? Ouais. Quelles sont les charges qui sont réparties sur la sphère? Donc, c'est très bien. Donc, c'est sigma S, tout simplement. Je l'applique ça. Sigma S. S, c'est quoi? C'est pas la surface de Gauss, c'est la surface du cylindre. Et la surface de, pardon, c'est la surface de la sphère. Et donc, tout simplement, c'est sigma 4pi, très bien, R, c'est le grand R, hein, R au carré. Donc, c'est pour ça que ça, on considère les charges théoriques sur la sphère. Donc, c'est sigma 4pi R au carré. C'est le R de la sphère. Si dans le cas, je dis bien, si c'est dans le cas, tu as un volume, je ne parlerai pas de sigma, je dis bien, c'est atawni rho, la densité, pardon. Ah.
Le cas نعطوني rho, c'est-à-dire que répartition à l'intérieur كامل de la rho. Dans ce cas-là, Q, j'aurai quelque chose de rho, la densité de charge volumique, fois V. Et V, le volume de la sphère, c'est 4 sur 3 pi R puissance 3. Donc, vous devez faire attention. Quelle est la différence entre répartition sur la surface ou la répartition sur le volume? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, voilà. Donc, maintenant, on passe à entre 0 et R. Parce que si on vous demande, pardon, de déterminer le champ électrique, pardon, non, le champ électrique dans l'espace, vous devez à l'intérieur et vous devez le trouver à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, c'est l'expression du champ électrique. Alors, là, il faut le corriger, s'il vous plaît. Vous rajoutez cette partie-là, parce que c'est important. La charge, c'est sigma fois S et c'est sigma fois 4 pi r au carré. OK? Parce que inférieur à grand R, c'est-à-dire que je suis à l'intérieur de la sphère. Alors, dans ce cas-là, l'étape 1, pardon, et l'étape 2, c'est la même. Hein? Donc, on ne va pas les refaire. Mais directement l'étape 3. Quelles sont les charges qui, donc, on a la surface de Gauss donc, quelles sont les charges qui sont à l'intérieur? Donc, du moment qu'il n'y a pas de charge à l'intérieur, parce que les charges sont à l'extérieur, sont distribuées sur la surface. Dans ce cas-là, Q intérieur, tout simplement, il est égal à 0. Et j'aurai quelque chose qui est le champ électrique qui est égal à 0. Donc, si je rassemble tout ça, on va avoir quelque chose de simple qui est quand R est inférieur à R, c'est-à-dire le champ est égal à 0. Et quand R est supérieur à grand R, j'ai l'expression du champ électrique. Je vous rajoutez ça, s'il vous plaît. 1 sur 4 pi epsilon 0. Et je remplace sigma. Sigma, c'est plutôt la charge. C'est sigma 4 pi R au carré, ok, sur petit r au carré. Donc, c'est grand R au carré. Vous remarquez que le 4pi le 4pi se simplifie et on va trouver quelque chose qui est sigma fois R au carré sur epsilon 0 petit r au carré. R, c'est le rayon de la sphère T. Petit r, c'est à n'importe quel point de l'espace qui est à l'extérieur. Donc, à n'importe quel point de l'espace, par exemple, si grand R est égal à 5 cm, si je prends petit r supérieur à 5 cm, à n'importe quel point de l'espace, on aura le champ électrique. Okay? Voilà. Donc, ça, c'est le. Vous avez remarqué qu'on considère des surfaces par rapport au théorème de Gauss. Donc, la première chose, c'est trouver l'orientation de E. La deuxième chose, c'est sélectionner une surface de Gauss, calculer le flux, déterminer les charges électriques à l'intérieur de la surface de Gauss. En bas de vous, déterminer le champ électrique dans le cas de deux sphères. Okay? C'est vraiment rapide. Alors, vous avez la sphère S1 et vous avez la sphère S2. Là, vous avez trois régions. Vous avez la première région qui est la région, on va l'appeler la région A, qui est là, pardon. Okay. Donc, entre R et grand R1. La deuxième région, c'est entre R1 et R2. Et la troisième région, c'est quand R est supérieur à R. Alors, là, on applique directement le principe de superposition. C'est quoi le principe de superposition? Je ne sais pas si je l'ai mis. Voilà. Donc, le principe de superposition, on sait très bien que dans le cas d'une sphère, le champ électrique, c'est la charge sur 4 pi epsilon R2. Elle est en dehors. Hein. Donc, pardon. C'est-à-dire que quand petit r est supérieur à grand R. Alors, le principe de superposition, donc, je considère, que Hadi ma cache. Donc, quel est le champ à S1? Donc, c'est ES1.
Quel est le champ électrique en dehors, si je prends les deux sphères, j'aurai le champ à ES1 et le champ de ES2. Au final, le champ électrique total, ça va être la somme de tous les champs. C'est-à-dire que là, le champ électrique, c'est tout simplement c'est 0, puisqu'il n'y a pas de champ. Le champ électrique, la zone B, ce n'est que le champ électrique de S1, puisque tu as S2, c'est 0 à l'intérieur. Et en dehors de S2, le champ électrique, c'est tout simplement ES1 plus ES2. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des sphères, et c'est-à-dire à n'importe quel point, ES1 est parallèle à ES2. Donc, si je fais la somme des champs ES1 plus ES2, s'ils sont positifs, alors donc ça veut dire que si je fais les projections théoriques, ça va être quelque chose de ES1 plus ES2. OK? Parce qu'ils sont parallèles, donc le délocamètre en dynamique, donc projection directement, et je fais sauter les vecteurs. Si c'était négatif, par exemple, je prends S1 négatif, qu'est-ce que ES1 راح يكون dans le sens هذا. Et si je fais une projection, j'aurai par exemple ES2, donc je dis bien si, hein, en conditionnel, j'aurai ES2, tout simplement, moins ES1. Pourquoi? Parce qu'il est dans le sens inverse d'AU. Donc, au final, on va avoir le champ électrique de la zone BA, c'est 0. Le champ électrique de la zone B, ce n'est que ta ES1. Et le champ électrique au-delà de R2, ce n'est que ES1 plus ES2. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant de passer au potentiel? Parce que ce qu'on va faire, la dernière question, c'est déterminer le potentiel au niveau de la zone A, zone B et la zone C. Donc, à la fin de l'exercice, on a comme l'exercice 17, plutôt, pardon, 19, où on a comme la solution, mais je vous demanderai de le faire dire au comment. C'est le même principe, déterminer le champ dans le cas d'un plan. OK? Alors, je crois que j'ai l'examen l'année passée, je crois que c'était de l'année passée. C'est toujours dans le cadre du théorème de Gauss, c'est dans le cas de deux cylindres. Pour faire, bon, vous le faites comme devoir maison. S'il y a des questions, on reviendra sur le cas des deux cylindres. OK? Alors, on passe à la dernière question qui est le potentiel. Alors, comment on détermine le potentiel? Donc, ça pour les deux cas, les deux sphères. Pardon. Le champ, c'est 0. Ça une expression, ou ça une expression qui est comme là. Donc, qui est là. Alors, comment on détermine le potentiel? C'est que, pardon, le potentiel. Alors, vous savez très bien qu'on va déterminer le potentiel toujours par l'expression dV, pardon, qui est égal à moins EDR. Donc, on applique toujours le principe, ce que nous avons vu déjà dernièrement. C'est-à-dire que dV, c'est moins EDR. Alors, comme dr est radial, qui dépend que de R, dans ce cas-là, dV, c'est moins EDR. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est tout simplement intégrer sur les zones. Donc, vous avez la première zone, la deuxième zone et la troisième zone. Alors, on vous dit ici quelque chose qui est important, bon, que vous savez déjà, c'est que le potentiel, vous devez le savoir aussi, même c'est que le potentiel électrique, il est nul à l'infini. Okay? Donc, vous avez une condition qui est à l'infini. Okay? À l'infini, le potentiel, pardon, V de l'infini, c'est 0. Donc, quelle est la région que vous n'allez pas commencer par la région A, parce que vous n'avez aucune condition, ni la région B. En fait, vous allez commencer l'intégrale par la région C. Pourquoi? Parce que vous avez une condition limite de la région C, qui est V infini, qui est égale à 0. Et donc, on va commencer par intégrer la région C. Alors, la région C, c'est quoi? Elle s'étend de R2 à l'infini, c'est-à-dire que maintenant, à l'infini. OK? Alors, on applique le théorème, on intègre cette équation.
on intègre entre R et l'infini. Donc dv entre R et l'infini, et j'intègre aussi la deuxième partie entre R et l'infini. Donc bien sûr, si j'intègre de l'infini à R maintenant, l'infini de R. Hein, on aura la même chose. Hein. Alors, vous devez faire attention. Quand vous faites le calcul pour V entre R et l'infini, on va le potentiel en remplaçant R par exemple par R1 ou la R2 ou la R1 sur هنا, cette expression c'est entre R2 et l'infini. OK? Alors on va commencer par intégrer. Alors quel est le potentiel dV entre R et l'infini? C'est tout simplement V entre R et l'infini. Okay? Quelle est l'expression du champ électrique? Donc je remplace l'expression dans le champ électrique ou je comme résultat. Tout simplement le champ électrique c'est Q1 plus Q2 sur R au carré et on intègre 1 sur R2. Donc l'intégrale à 1 sur R2, ce n'est que moins 1 sur R. Et donc on remplace le moins 1 sur R par le moins يروح et je vais avoir entre 1 sur R. V de l'infini moins V de R, on est d'accord. Et entre R et l'infini, pas mis ici, donc j'aurai cette expression, j'aurai 1 sur l'infini moins 1 sur A. C'est juste une relation mathématique simple. Hein. Donc 1 sur l'infini, il va faire 0. Et au final, vous allez trouver que VR, le potentiel, vous rajoutez quelque chose qui est important, c'est V de R. La zone C, ça dépend de R. À chaque position, j'ai un potentiel. Et c'est KQ1 plus Q2 sur R. Alors, bien sûr, la condition TI est respectée, c'est-à-dire que quand R est vers l'infini, tout simplement le potentiel est égal à l'infini. Donc, on a déterminé le potentiel de la région C. Okay? Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Je suis en train de lire le chat. Maintenant, on passe à la zone B. La zone B, c'est entre quoi et quoi? C'est entre 1 et R2. Bien sûr, on a intégré entre R1 et R2. J'intègre toujours A1R indéfini. Mais à il y a R2. OK? Alors, j'intègre entre R et R2, entre R et R2. Alors, vous vous rappelez qu'il comme S1, il y a deux manières pour faire les intégrales. Soit vous mettez les bornes, et dans ce cas-là, il n'y a pas de constante. Soit vous me laissez les bornes indéfinies, c'est-à-dire vous ne mettez pas les bornes, et à la fin, vous allez avoir plus une constante que vous allez déterminer par condition limite. Okay? Vous pouvez le faire. Ne déroge les bornes ou plus la constante. Okay? Alors la constante, elle est déterminée par une condition limite. Alors, on intègre entre R et R2 et R et R2. Alors, l'expression de le champ électrique dans la zone B, c'était Q1 sur R2. Et donc, on fait la même chose, c'est VR1 moins VR B qui est égal à KQ1R, tout simplement. Alors, si vous faites l'intégrale, alors quel est le potentiel? Pardon, c'est R2 ici. Hein. Alors, quel est le potentiel de R2? Le problème, il est là. Même si vous faites une constante, alors, vous vous rappelez comment dirais-je, les équations du mouvement. Quand on détermine la première phase, l'équation le mouvement entre 0 et T1, qui nous entre T1 et T2, la constante, nous le T1. Donc, pour déterminer la constante, ou la VR2, en fait, vous avez une continuité entre les deux. C'est-à-dire que le potentiel de R2 la zone C est tout simplement le potentiel de R2 la zone B. Donc, j'utilise l'équation avant ça. Et donc, dans ce cas-là, le potentiel la zone C R2, je peux le déterminer. C'est tout simplement K Q1 Q2 sur R2. Donc,
pardon, K, Q1, Q2 sur R2. R2. Et donc, le potentiel R2, la zone C, ce n'est que le potentiel B, R2. Donc, je le remplace tout simplement là, donc qui est là. Donc, nous avons une continuité du potentiel. Bon, je fais l'exercice à Moktoub, c'est juste pour l'explication. Donc, vous avez la continuité du potentiel et vous allez trouver le potentiel de la zone B, c'est KQ1 sur R, KQ2 sur R2. Attention, Howley Queen, le R variable taille. OK? S'il vous plaît, en fait, on parle de la zone B, R. Vous l'écrivez de cette manière-là. Le potentiel dépend de R. Maintenant, pour la zone C, c'est-à-dire la zone qui est, pardon, la zone A qui est à l'intérieur, j'applique là le même principe. L'intégrale, oui, j'applique. Mais vous remarquez que le champ électrique est égal à 0. Alors, si le champ électrique il est égal à 0, nous allons le confirmer les conducteurs. Tout simplement, ça veut dire que le potentiel, ce que nous l'avons fait la dernière fois, qu'il est constant. OK? Donc, vous pouvez le faire comme ça. dV est égal à EDR. Du moment que le potentiel, c'est 0, donc dV, c'est 0, et ça veut dire que votre V est constant. OK? Alors, quel est le potentiel, le point A? J'applique toujours le principe de la continuité. On la solution. Donc, la continuité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le potentiel de la zone B, R1, ce n'est que le potentiel de la zone A de R1. Donc, le potentiel de A, en fait, je reviens à la dernière équation qui est là, où je remplace R par R1, et au final, on trouve que c'est KQR1 plus KQ2 sur R2. Pardon, VR1, j'ai pas compris. Alors, Yacine, c'est quoi VR1? C'est une question ou la pour confirmer? Ah, c'est bon. Très bien. Donc, et au final, on va avoir les potentiels à distribution sur tout l'accord. C'est-à-dire que le potentiel, il est constant, qui est égal à ça. Le potentiel de la zone B, il dépend de R, et la potentiel de la zone C, il dépend de R. Okay? Alors, c'est toujours le même principe. De la solution de quelques exercices, comme même pour le cas de cylindre. Vous allez voir que il revient toujours sur le théorème de Gauss, c'est qu'on applique pour une seule distribution, que ce soit un cylindre ou une sphère ou une tige ou là, on applique le principe de superposition. Pour le potentiel, c'est le même principe. C'est-à-dire que l'intégrer toujours EV est également EDR. Et j'intègre tout simplement sur la zone où l'air et j'applique surtout le principe de la continuité de potentiel. C'est-à-dire que le potentiel là est égal au potentiel là. Alors, contrairement au champ électrique, attention, le champ électrique, c'est mal l'accélération. Tu fais l'accélération, à un moment donné, à un moment donné, chaque fois, il y a toujours une discontinuité. C'est-à-dire que vous passez d'une accélération à 2 tous les zéros. OK? Le potentiel لازم تكون une continuité. Okay. Alors, l'exercice 19, je ne vais pas le faire à la solution, mais j'aimerais bien que vous le fassiez ou s'il y a des questions, alors, le cas le plan, donc vous remarquez, deux plans infinis, donc automatiquement le champ, il n'y a pas d'effet de bord. Donc, de densité surfacique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges, bon, là c'est un plan, mais le problème ne se pose pas. Ça veut dire que les charges sont réparties ici. Alors, on vous demande de déterminer le champ électrique. Alors, c'est la même chose. Vous déterminez le champ électrique dans le cas d'un plan. Vous par le principe de superposition, le champ électrique de la zone C, c'est le champ Tahada plus le champ de Hada. La zone B, c'est le champ ce plan-là et ainsi de suite. Et vous calculez, on place un dipôle, vous appliquez le principe de le dipôle électrique et la dernière fois.
Alors, vous avez la solution et bon, essayez de le faire, hein. Essayez de le faire sans regarder la solution et mettez les questions comme propre et on va essayer de répondre à la prochaine. Bon, il faut dire que la dernière fois, درنا CP et on s'était mis d'accord, on a remarqué que les séances فوق ساعة ونص تاني, c'était des séances très fatigantes pour les étudiants. Et donc, on s'était mis d'accord, on ne va pas dépasser 1 heure. Je ne sais pas combien j'ai mis de temps. Pardon. Allez, 15 heures. Moi, j'avais programmé de faire que l'exercice 17 la séance TD. Et donc, voilà. Donc, la prochaine séance, ça va être un cours sur les conducteurs. Et la deuxième séance, ça va être aussi les exercices sur les conducteurs. La conduction et aussi tout ce qui est réseau. Donc, loi de Kirchhoff et les lois d'Ohm. Donc, je ne sais pas. Donc, bon, on fera peut-être une réunion dans la section 11 pour poser d'éventuelles questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au théorème de Gauss? Donc, je vous conseille de refaire l'exercice. La vidéo, donc, la séance, prenez le temps de refaire l'exercice. Essayez de trouver les résultats. Donc, bon, je vous dis bon courage s'il n'y a pas de questions. Et on se retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, pour les conducteurs. OK? Allô? Oui, oui, oui. وين اسمعك؟ Est-ce que la Allô? séance demain? Allô, oui. وين اسمعك؟ Oui. Est-ce que la séance d'un mercredi et jeudi راهم fixe? Si ça vous intéresse, ça m'arrange la séance de mercredi et jeudi. وعلاش؟ parce qu'on va faire le cours le mercredi. نعطيكم bon courage pour la suite.